Je m'appelle Samantha Watson, et j'ai 30 ans. Le jour où j'ai ramené à la maison le petit garçon que je venais d'adopter, ma mère l'a regardé une seule fois, puis elle m'a fixé, comme si j'avais délibérément détruit mon avenir. Tu as perdu la tête. Tu ne peux même pas prendre soin de toi-même, a-t-elle crié. Quand je lui ai rappelé qu'il était non-verbal, et non pas impuissant, elle m'a répondu que je choisissais un étranger au détriment de ma propre famille, et elle m'a averti de ne jamais revenir si je partais avec lui. Mon père est resté silencieux, avant d'acquiescer d'un lent signe de tête. Ce signe de tête m'a fait plus de mal que ces mots. J'ai pris la main du garçon, j'ai attrapé son sac à dos, et je suis partie. Il n'a ni pleuré, ni parlé. Il a simplement pressé 2 doigts au creux de ma paume, notre signal pour dire « en sécurité ». Le lendemain matin, un SUV de luxe s'est arrêté devant mon appartement. Un homme très bien habillé en est descendu, accompagné de 2 agents de sécurité, et il a fixé du regard l'enfant qui se tenait derrière mon rideau. Avant même qu'il n'atteigne ma porte, mon téléphone a explosé d'appels de ma mère et de mon père, ces mêmes personnes qui m'avaient renié moins de 12 heures plus tôt. J'ai laissé sonner. Ensuite, l'inconnu a brandi un pli d'huissier scellé, et a affirmé que l'adoption n'aurait jamais dû avoir lieu. Pire encore, il connaissait des détails sur ma famille, des choses que je n'avais jamais partagées avec personne d'autre. Je ne savais pas encore que mes parents savaient déjà qui il était, pourquoi il était venu, et ce qu'ils espéraient y gagner s'ils m'enlevaient le garçon. Avant de vous raconter ce qu'il a dit, et ce qui s'est passé après que je sois sortie, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous cette vidéo? Et quel temps fait-il chez vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Ces mots apparaissaient en travers du document, dans la main de l'inconnu. Je suis restée derrière ma porte verrouillée, une main crispée sur mon téléphone, et l'autre posée sur l'épaule de l'enfant que j'avais passé près d'1 an à apprendre à comprendre. Il s'appelait Noah. Il avait 6 ans, il était affectueux, observateur, et complètement non-verbal. Il communiquait par des signes, des cartes illustrées, des dessins, ainsi que par une tablette génératrice de voix, introduite par son orthophoniste. Le silence n'était pas un vide pour Noah, c'était un langage que la plupart des gens ne prenaient jamais la peine d'apprendre. L'homme à l'extérieur s'est présenté sous le nom de Michael et a affirmé être le père biologique de Noah. J'ai reconnu ce nom. Michael était le visage public de Emeridian Développement, une entreprise dont le logo apparaissait sur des tours de bureaux, des clubs privés, et des fondations caritatives à travers toute la ville. Un jour, ma mère avait pointé du doigt sa photo dans un magazine, et l'avait qualifié de genre d'homme capable de changer l'avenir d'une famille entière. Maintenant, il était devant mon appartement, exigeant d'avoir accès à mon enfant. Michael a prétendu qu'il n'avait découvert l'existence de Noah que très récemment. Selon lui, la mère biologique de Noah avait caché sa grossesse, et l'agence d'adoption avait omis de l'avertir. Sa voix paraissait calme, et soigneusement répétée. L'un des gardes est resté près du SUV, tandis que l'autre surveillait les fenêtres de mon immeuble. Je ne vais pas discuter d'un enfant à travers une porte fermée à clé, ai-je déclaré. Michael a répondu, vous avez l'assignation. Mes avocats vous contacteront. J'ai rétorqué que toute communication future passerait par mon avocat, même si je n'en avais pas encore. Ensuite, j'ai fermé la porte intérieure. À la table de la cuisine, Noah a sélectionné 3 symboles sur sa tablette, voiture noire. Homme. Peur. J'ai posé ma main à plat, juste à côté de la sienne. Tu restes avec moi. Personne ne t'emmènera aujourd'hui. Il a étudié mon visage, avant de presser 2 doigts dans ma paume, en sécurité. Mon téléphone affichait 17 appels en absence de ma mère, 9 de mon père, et un message dont le timing était impossible à ignorer. Mon père avait écrit, « Samantha, s'il te plaît, coopère avec Monsieur Hay. Il peut nous aider tous. Pas aider Noah, pas le protéger. Nous aider, tous. » J'ai immédiatement contacté Elena Ruiz, l'assistante sociale qui m'avait accompagnée lors du placement de Noah. L'adoption avait été finalisée 6 semaines plus tôt, après des enquêtes de moralité, des visites à domicile, des évaluations psychologiques et une audience au tribunal de la famille.
Le dossier indiquait que le père biologique de Noah était inconnu. Cependant, Elena s'est souvenue qu'un avocat, représentant un père potentiel anonyme, avait contacté l'agence des années auparavant. Il avait demandé si la reconnaissance de paternité deviendrait publique, puis il avait disparu lorsque l'agence avait exigé un test ADN. Elle m'a promis de retrouver le registre d'origine. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Sarah Kim, une avocate en droit de la famille, recommandée par mon groupe de soutien à l'adoption. Elle m'a expliqué que Michael affirmait avoir été privé de notification légale. S'il prouvait une fraude, ou un grave vice de procédure, un juge pourrait réviser l'ordonnance d'adoption définitive. Ses avocats ne demandaient pas simplement un droit de visite. Ils voulaient que l'adoption soit suspendue immédiatement, et que Noah soit transféré dans une résidence choisie par Michael. Sarah a tapoté le dossier de sa main et a déclaré: « Quelqu'un qui cherche à tisser des liens demande généralement une introduction progressive. Cet homme exige le contrôle, avant même que l'enfant ne le connaisse. » Quand je suis rentrée chez moi, Noah dessinait à la table de la cuisine. Sa feuille montrait 2 maisons. L'une était petite et jaune, avec une femme tenant la main d'un enfant. L'autre était immense et grise, entourée de lignes noires. À côté d'elle se tenait un homme sans visage. Noah a tapoté la maison jaune, puis sa poitrine, maison. Ce soir-là, mon père est arrivé, les bras chargés de courses et d'excuses. Il avait approuvé ma mère lorsqu'elle m'avait renié, mais maintenant, il voulait que j'écoute ce que Michael avait à dire. Quand j'ai refusé de le laisser entrer, il a avoué la vérité. Son entreprise de matériaux de construction était au bord de la faillite, et Michael lui avait promis un contrat assez gros pour effacer toutes ses dettes, à condition que notre famille aide à résoudre le conflit de garde en toute discrétion. Moins d'1 jour après avoir rejeté Noah, mes parents avaient fixé un prix pour ma capitulation. Sarah m'a ordonné de conserver chaque message vocal, email, document judiciaire, et enregistrement de sécurité lié à Michael ou à mes parents. Elle m'a également averti de ne confronter personne sous le coup de l'émotion. Une phrase, sortie de son contexte, pourrait être présentée comme la preuve de mon instabilité. 2 jours plus tard, j'ai reçu une requête m'accusant d'empêcher Noah de former un lien nécessaire avec son père biologique. L'équipe juridique de Michael a demandé une évaluation d'urgence de mon domicile, de mes finances, de ma santé mentale, et de ma capacité à m'occuper d'un enfant non-verbal. Il le décrivait comme un père dévasté, qui s'était précipité dès l'instant où il avait appris la vérité. Il me décrivait, quant à eux, comme une femme célibataire avec des ressources limitées, devenue excessivement attachée à un enfant placé sous sa garde. Mon dévouement était recadré comme une obsession, tandis que son exigence de possession était qualifiée d'amour. Sarah a répliqué en fournissant les dossiers d'adoption, les rapports du professeur et de l'orthophoniste de Noah, des photos de son système de communication, ainsi que des documents attestant des progrès qu'il avait réalisés chez moi. À l'arrivée de Noah, il cachait de la nourriture dans les tiroirs, dormait près de la porte de sa chambre, et paniquait dès qu'un adulte quittait la pièce. Je n'ai jamais exigé d'affection, ni ne l'ai forcé à communiquer d'une manière qui me serait confortable. J'ai instauré des routines, j'ai appris ses signes, j'ai assisté à ses séances de thérapie, et j'ai attendu qu'il décide par lui-même que j'étais une personne digne de confiance. Des mois plus tard, il a sélectionné le symbole sur sa tablette, tout en me regardant droit dans les yeux. Michael n'avait rien vu de tout cela. Pourtant, ses avocats soutenaient que la biologie, la richesse, et un nom de famille célèbre faisaient de lui le parent naturel. Le juge a programmé une audience provisoire, et a ordonné une séance d'introduction dans un centre familial sous surveillance. Michael est arrivé avec 20 minutes d'avance, flanqué d'un avocat, d'un consultant privé en développement de l'enfant, et d'un photographe. Le centre a refusé de laisser le photographe entrer. Michael a joué la surprise, comme si documenter des retrouvailles pour un usage public était parfaitement normal. Noah est entré, me tenant la main, et portant sa tablette. Michael s'est accroupi et a ouvert les bras, avant même que la thérapeute n'ait donné ses consignes. Noah s'est arrêté à plusieurs mètres de distance. Michael l'a appelé « mon grand » et lui a offert une petite voiture en argent, gravée aux initiales de la famille. Noah a sélectionné « non » et s'est reculé derrière moi.
La thérapeute a rappelé à Michael que Noah avait besoin de contrôler la distance entre eux. Michael a souri, mais toute chaleur a disparu de son regard. Il a passé la majeure partie de la séance à décrire l'école privée, l'équipe thérapeutique, la chambre, les vacances, et les opportunités qu'il pourrait lui offrir. Il n'a jamais demandé comment Noah signalait sa détresse, quels aliments il évitait, quels symboles il comprenait, ou ce qui le faisait se sentir en sécurité. Vers la fin de la rencontre, Noah a aligné des blocs de couleurs selon une rangée bien précise. Michael a tendu le bras, et les a réarrangés pour former un H. Noah les a balayés de la table, et s'est bouché les oreilles. Au lieu de reculer, Michael a regardé vers la vitre d'observation, et a demandé si Noah réagissait toujours aussi mal aux limites. J'ai expliqué calmement que les agencements prévisibles aidaient Noah à se réguler, et que les changements soudains pouvaient le submerger. La thérapeute a tout consigné dans son rapport. À la sortie, Michael m'a accusé d'apprendre à Noah à avoir peur de lui. Je lui ai rappelé que Noah ne l'avait rencontré que 2 fois, et qu'il réagissait à un inconnu qui ignorait ses signaux. Michael s'est penché vers moi. Vous vivez dans un appartement en location. Vous travaillez pour une association. Vous ne pourrez pas me combattre éternellement. Je lui ai demandé si c'était une menace. Il a souri, et a appelé ça la réalité. Ce soir-là, une inspectrice de l'aide sociale à l'enfance, ASE, est arrivée, après avoir reçu un signalement anonyme prétendant que Noah était isolé, sans surveillance, et privé de soins médicaux. Ces accusations étaient fausses, mais j'ai autorisé l'inspection. Elle a trouvé une maison sûre, des dossiers thérapeutiques complets, une nourriture adaptée, des emplois du temps visuel, et un enfant qui utilisait sa tablette avec assurance pour identifier sa chambre, son école, et moi-même. Avant de partir, elle a fait remarquer que la plainte semblait avoir été copiée d'un document juridique. Le lendemain matin, ma mère a envoyé un message mentionnant l'enquête, avant même que je n'en ai parlé à qui que ce soit, à part Sarah. Quand je lui ai demandé comment elle était au courant, elle a éludé la question, et a affirmé que Michael pourrait dissiper ce malentendu si je coopérais. Sarah a assigné les autorités pour obtenir les informations sur ce signalement. Pendant que nous attendions, mon père a avoué que Michael avait également offert à ma mère un poste très bien rémunéré, au sein de la fondation de la famille. Elle n'avait aucune qualification pertinente, mais le salaire était supérieur à tout ce qu'elle avait jamais gagné. Mon père insistait sur le fait qu'il cherchait une solution bénéfique pour tout le monde. Je lui ai demandé en quoi arracher Noah au seul foyer stable dont il se souvenait pouvait bien lui être bénéfique. Mon père a baissé les yeux, et a murmuré, « Les enfants s'adaptent. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas 2 fois. » Je lui ai répondu que Noah n'était pas une opportunité, et je lui ai demandé de partir. 3 jours plus tard, le rapport d'origine est arrivé. La plainte anonyme avait été soumise depuis une connexion Internet enregistrée au domicile de mes parents. Sarah m'a conseillé de ne pas accuser mes parents publiquement, jusqu'à ce que nous ayons l'intégralité des dossiers. À la place, nous avons demandé au tribunal d'enquêter sur une possible coordination entre Michael, ses avocats, et ma famille. Michael a nié avoir eu connaissance du signalement social. Ma mère a nié l'avoir soumis. Mon père a prétendu qu'un visiteur aurait pu utiliser leur connexion Internet. Leur réponse était possible en théorie, mais impossible à croire. Peu de temps après, une berline est apparue en face de l'école de Noah, 3 matins de suite. Un détective privé m'a photographié en train de faire les courses, d'entrer dans la clinique thérapeutique, de parler avec des voisins, ou d'être assise seule dans ma voiture après un rendez-vous difficile. Plus tard, l'équipe juridique de Michael a utilisé une sélection de ces photos pour suggérer que j'avais l'air épuisée, et émotionnellement dépassée. Ils ont délibérément exclu les images me montrant en train d'assister à des réunions de soutien, d'aider dans la classe de Noah, ou de porter du matériel de communication jusqu'à mon appartement. Le but n'était pas simplement d'en apprendre plus sur nous. Il s'agissait de collecter des fragments de ma vie, qui pourraient être montés de toutes pièces pour servir de preuve. Le tribunal a approuvé d'autres rencontres supervisées. Lors de l'une d'elles, Michael a apporté un nouvel appareil de communication, mais a complètement ignoré le système que Noah connaissait déjà. Lors d'une autre, il a essayé,
à maintes reprises, de forcer Noah à sélectionner le symbole « Père » jusqu'à ce que la thérapeute l'arrête. À la séance suivante, Michael est arrivé avec ma mère, bien qu'elle n'ait pas été autorisée à y assister. Elle prétendait vouloir réparer notre relation, et soutenir Noah, bien qu'elle ne se soit jamais excusée de l'avoir rejeté. Dès l'instant où Noah l'a vu à côté de Michael, il s'est figé. Il a placé ses 2 mains sur sa tablette, et a reculé contre mes jambes. Ma mère s'est approchée quand même. « Mamie veut juste aider », a-t-elle dit, en tendant la main vers son épaule. Noah s'est laissé tomber par terre, a sélectionné « Stop » et a appuyé sur le bouton à 3 reprises. La voix électronique a résonné dans le couloir. « Stop. 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 » La thérapeute a bloqué le passage à ma mère, et a mis fin à la séance. À l'extérieur, ma mère m'a accusé d'avoir programmé Noah contre elle. Je lui ai répondu qu'elle avait entendu sa réponse, et qu'elle refusait tout simplement de la respecter. Plus tard, l'avocat de Michael a affirmé que j'avais créé un climat d'hostilité, mais le rapport du centre a confirmé que Noah entrait en détresse lors de tentatives de contact non autorisées, et que j'avais, pour ma part, suivi chaque instruction à la lettre. À la maison, Noah a commencé à dessiner des portes. Chaque image montrait un petit personnage d'un côté, et plusieurs adultes de l'autre. Certaines portes n'avaient pas de poignée du côté de l'enfant. Le docteur Lena Morris, son orthophoniste, a expliqué que les enfants communiquant de manière visuelle traitent souvent le stress par des symboles répétés. Elle a consigné que le sommeil de Noah, son appétit, et sa capacité à gérer les transitions s'étaient détériorés depuis l'arrivée de Michael. Elle a recommandé des contacts plus lents, et un respect strict de ses limites. Le consultant privé de Michael, lui, n'était pas d'accord, bien qu'il n'ait jamais évalué Noah de manière indépendante. Selon lui, la résistance de Noah pourrait prouver que j'avais créé un attachement exclusif et malsain. Chaque signe de confiance entre Noah et moi était transformé en accusation. Ensuite, Michael nous a invités à un événement caritatif, organisé dans une mini-ferme privée, appartenant à l'un de ses partenaires commerciaux. Son avocat a décrit cela comme une activité publique et neutre. Sarah a soulevé des objections, mais l'évaluateur du tribunal a estimé qu'un environnement détendu pourrait fournir des informations utiles. Nous avons accepté, sous des conditions strictes et écrites, pas de presse, pas de contact non surveillé, aucun contact physique sans permission, et aucune présence de mes parents. 2 jours avant la visite, une enveloppe est apparue sous la porte de mon appartement. À l'intérieur, se trouvait la photocopie d'un email, envoyé il y a près de 7 ans par Michael à Douglas Crane, l'avocat qui siégeait désormais à sa table juridique. On pouvait y lire « Confirmer si l'agence peut relier l'enfant à moi sans test volontaire. N'utilisez pas mon adresse professionnelle. Je ne veux pas que cela soit associé à mon nom. » La date correspondait à 4 mois après la naissance de Noah. Si c'était authentique, cela prouvait que Michael connaissait l'éventualité d'avoir un enfant, bien avant qu'il ne prétende avoir découvert l'existence de Noah. Sarah m'a averti qu'une photocopie anonyme ne suffisait pas. Nous avions besoin des métadonnées, du compte d'origine, ou d'un témoin. Elle a déposé une requête élargie de communication de pièces. Les avocats de Michael ont immédiatement tenté de la bloquer. Ma mère a alors commencé à m'envoyer des messages frénétiques, me disant d'arrêter de fouiller dans les affaires de gens puissants. Mon père a appelé tard une nuit, et m'a chuchoté que les événements étaient allés plus loin que ce qu'il espérait. Avant que je puisse le questionner, ma mère a pris le téléphone et a mis fin à l'appel. Le lendemain, l'entreprise de Michael a annoncé publiquement un partenariat avec l'entreprise en difficulté de mon père. Ma mère est apparue lors de l'événement, tandis que Michael faisait l'éloge de l'importance de protéger l'héritage familial. Tous les 3 ont souri pour les photographes, comme s'ils avaient déjà gagné. Ce soir-là, Noah a disposé ses cartes illustrées selon notre routine habituelle, bain, pyjama, histoire, musique, lit. Sa vie lui semblait plus sûre quand il savait ce qui allait suivre. La mienne était devenue une série d'attaques que je ne pouvais pas prédire. Je me demandais comment une personne ordinaire pouvait prouver que la richesse, le contrôle, et la biologie n'étaient pas la même chose que l'amour. La réponse a commencé à prendre forme le lendemain matin,
lorsque Noah a dessiné la petite voiture en argent de Michael à l'intérieur d'une poubelle. La mini-ferme était fermée au public à notre arrivée. Bien que l'avocat de Michael ait décrit cette sortie comme un événement communautaire ordinaire, des employés gardaient chaque entrée, une sécurité privée patrouillait dans les allées, et plusieurs personnes, portant des badges de la fondation, transportaient des caméras professionnelles. Sarah a immédiatement protesté. Michael a insisté sur le fait que les caméras documentaient le programme caritatif plutôt que Noah, mais elle se tournait de façon répétée vers nous. Je voulais partir, cependant, le faire permettrait à ses avocats de m'accuser de saboter une autre visite. Nous avons continué, sous une surveillance encore plus stricte. Noah est resté à mes côtés lorsque nous sommes entrés dans l'enclos des chèvres. Il aimait nourrir les chèvres, car chaque interaction avait un début et une fin prévisible. Il a sélectionné « chèvre » sur sa tablette et a souri quand l'une d'elles a pris la laitue dans sa main. Pendant quelques minutes, la tension s'est apaisée. Puis, Michael est entré dans l'enclos, malgré l'instruction de rester aux côtés de l'évaluateur. Il s'est agenouillé près de Noah, et a offert un autre morceau de laitue. Noah l'a accepté, sans même le regarder. Michael a jeté un coup d'œil vers une caméra, a passé un bras autour de la taille de Noah, et l'a soulevé de terre. Le corps de Noah s'est raidi. Sa tablette est tombée dans la paille. Il a frappé l'épaule de Michael d'une main ouverte, non pas comme une attaque, mais comme son seul moyen immédiat de communiquer. J'ai ordonné à Michael de le reposer. Le superviseur a répété la consigne. Michael a maintenu Noah juste assez longtemps pour que les caméras puissent capturer ce qui ressemblait à un père réconfortant un enfant en détresse. Quand Noah a réussi à se dégager, il a couru se réfugier derrière moi, et s'est couvert les oreilles. Je lui ai rendu sa tablette, et il a sélectionné « Stop, pas toucher » et « Maison ». L'expression de Michael s'est durcie. « C'est vous qui lui avez appris ça ?» a-t-il lancé. Je lui ai rappelé qu'on lui avait explicitement interdit de soulever Noah. Michael s'est approché de moi. 2 agents de sécurité ont avancé avec lui. Je me suis interposé entre eux et Noah. De loin, on aurait pu croire que c'était moi qui provoquais l'altercation. C'était exactement ce qu'il cherchait. Un employé du parc nous a demandé de partir, mais Michael a affirmé que je perturbais une réunion de famille privée. Un garde a tendu le bras vers moi. Sarah est intervenue, a annoncé que la visite était supervisée par le tribunal, et a exigé que tout le monde recule. L'évaluateur a mis fin à la sortie, et a ordonné que tous les enregistrements soient conservés. À midi, un extrait de 20 secondes apparaissait déjà sur Internet. Il commençait après que Michael ait soulevé Noah, et se terminait avant que Noah n'utilise sa tablette. La vidéo, habilement montée, me montrait en train de me précipiter vers un homme calme, pour lui arracher l'enfant. La légende accusait une mère adoptive d'empêcher un père biologique de réconforter son propre enfant. En quelques heures, des inconnus m'ont traité d'égoïste, de femme instable, et de personne uniquement intéressée par une pension alimentaire. Ma mère a même publié un message, affirmant que la vérité finissait toujours par démasquer les personnes possessives. Sarah a déposé une requête d'urgence pour exiger l'intégralité des enregistrements. La fondation de Michael a prétendu que les images appartenaient à un prestataire extérieur. Ce dernier a alors affirmé qu'une panne technique avait effacé plusieurs fichiers. Heureusement, la mini-ferme disposait de ses propres caméras de vidéosurveillance indépendantes. L'une d'elles avait capturé tout l'enclos, y compris Michael vérifiant la position du photographe, ignorant les consignes, soulevant Noah sans permission, et refusant de le relâcher immédiatement. Une autre caméra montrait ses gardes du corps s'avancer vers moi. Ces images brutes inversaient totalement le sens de la scène. Sarah les a soumises sous scellé, et a demandé la suspension immédiate de tout contact. Ce soir-là, une femme nommée Claire Bennett m'a appelé. Elle avait été l'assistante de direction de Michael pendant 9 ans, et avait démissionné après avoir refusé de détruire des dossiers liés à ce qu'il appelait « le problème Noah ». Claire a avoué que c'était elle qui avait glissé l'email photocopié. La vidéo trafiquée aux eaux l'avait convaincu que Michael utilisait la même stratégie qu'en affaires, créer une fausse apparence de coopération, provoquer une réaction, ne filmer que cette réaction, et enfin,
discréditer l'adversaire. Elle possédait des emails archivés, des factures, des entrées d'agenda, ainsi qu'un mémo vocal qu'il avait dicté des années auparavant. Elle a accepté de rencontrer Sarah, après avoir obtenu une protection juridique. Ces dossiers prouvaient que Michael avait eu connaissance de l'existence de Noah peu après sa naissance. La mère biologique de Noah avait contacté son avocat. Mais Michael avait refusé tout test de paternité, car il négociait une fusion d'entreprise, et s'apprêtait à faire un mariage d'intérêt avec une autre famille fortunée. Il avait ordonné à Douglas Crane d'empêcher que son nom n'apparaisse dans les registres de l'agence. Plus tard, lorsque Noah a été placé en famille d'accueil, Michael a reçu une nouvelle notification, qu'il a tout simplement ignorée. Le mémo vocal était encore pire. Michael y déclarait que reconnaître un enfant non-verbal soulèverait des questions inutiles pour les investisseurs, et que l'affaire devait rester enterrée, à moins qu'elle ne devienne financièrement pertinente. Claire a ensuite révélé pourquoi Noah était soudainement devenu si pertinent. Le père de Michael était décédé 8 mois plus tôt. En vertu d'une clause du trust familial D, une partie des actions de contrôle de la société risquait d'échapper à Michael, à moins qu'il ne reconnaisse légalement chaque héritier biologique vivant, avant la fin de l'année. Michael n'était pas revenu par un soudain élan d'amour ou de regret. Il était revenu parce que des millions d'euros en droits de vote dépendaient du fait que Noah devienne un héritier légalement reconnu des. Claire possédait également des échanges de courriels entre Michael et ma mère. Il lui promettait un poste au sein de sa fondation, et acceptait de sauver l'entreprise de mon père. En échange, elle lui avait fourni des informations intimes sur mes finances, ma thérapie d'enfance, mes relations, mes horaires de travail, et mes propres insécurités. Elle avait même suggéré de déposer une plainte auprès des services sociaux, car une enquête, même sans suite, suffirait à semer le doute au tribunal. Mon père avait été mis en copie de plusieurs messages, et il ne s'y était jamais opposé. Ma mère avait remis, entre les mains d'un inconnu puissant, la carte détaillée de toutes les failles de ma vie. Sarah m'a demandé si je cherchais à me venger. Je lui ai répondu que je n'avais pas besoin d'inventer une punition. J'avais juste besoin que la vérité soit exposée, là où leur argent ne pourrait plus jamais la cacher. Les avocats de l'entreprise de Michael remplissaient tout un côté de la salle d'audience. Mes parents étaient assis juste derrière eux. Ma mère portait un tailleur crème très coûteux, acheté spécialement pour son futur poste à la fondation, tandis que mon père gardait les yeux baissés. Michael est entré, sans son équipe de sécurité, et a regardé la juge avec une expression d'inquiétude soigneusement répétée. Sarah m'avait prévenu que les personnes riches et puissantes perdaient rarement le contrôle lors d'un seul éclat dramatique. Elle le perdait fait avéré après fait avéré. L'avocat de Michael a commencé par le dépeindre comme un père tenu dans l'ignorance, et m'a décrite comme une femme financièrement précaire, refusant d'accepter l'identité biologique de Noah. Il s'est servi de l'enquête sociale, des visites supervisées, et de l'altercation à la mini-ferme pour suggérer mon instabilité. Ensuite, il a appelé ma mère à la barre. Véronica a juré de dire la vérité, et a entrepris de détruire ma réputation, avec l'assurance de quelqu'un qui pensait que son statut de mère lui donnait le droit de réécrire ma propre vie. Elle a mentionné l'anxiété dont j'avais souffert à l'université, une relation sentimentale terminée des années plus tôt, et une période où je cumulais 2 emplois pour payer mon loyer. Elle a affirmé que j'avais adopté Noah pour combler un vide affectif, et que je devenais hostile dès que quelqu'un remettait mes choix en question. Lorsqu'on lui a demandé si j'étais capable d'offrir une stabilité à long terme, elle a baissé les yeux, avant de déclarer « J'aime ma fille, mais l'amour ne suffit pas à la rendre capable d'assumer ce rôle. » Je me suis souvenu de toute une vie passée à la laisser choisir mes vêtements, mes études, ma carrière, et mon appartement, car toute résistance engendrait inévitablement un conflit encore plus grave. Elle m'avait conditionné à confondre obéissance et tranquillité. Aujourd'hui, elle s'attendait à ce que je lui cède Noah pour cette même raison. Sarah a entamé son contre-interrogatoire, en demandant à ma mère à quand remontait sa dernière visite dans mon appartement. Elle a dû admettre qu'elle n'y avait jamais mis les pieds depuis l'arrivée de Noah. Elle n'avait jamais assisté à ses séances de thérapie, ni parlé à son institutrice. Elle n'avait pas appris son système de communication, ni suivi la moindre formation concernant les enfants non-verbaux. Ensuite,
Sarah a projeté sur un écran le contrat lui offrant un salaire au sein de la fondation, un salaire conditionné à la réussite d'une prétendue coordination familiale. Ma mère a bafouillé que cet emploi n'avait aucun lien avec l'affaire. C'est alors que Sarah a produit les emails, ces mêmes messages où ma mère livrait mes informations privées, promettait de m'influencer, et recommandait le dépôt d'un signalement anonyme aux services sociaux. Des experts indépendants avaient vérifié les métadonnées, et Claire avait authentifié ces archives. L'avocat de Michael a soulevé des objections à de multiples reprises, mais la juge a autorisé la présentation de ces preuves. Mon père a témoigné ensuite. Dans un premier temps, il a prétendu qu'il n'avait pas lu les emails attentivement, et qu'il pensait vraiment que la proposition de Michael aboutirait à une solution pacifique. Sarah a alors affiché l'un de ses messages: « Samantha va se battre, mais la pression financière pourrait bien la rendre plus réaliste. » Il a fini par avouer qu'il savait pertinemment que Michael prévoyait d'attaquer mes revenus, mon logement, et ma capacité à payer des soins spécialisés. Mes parents pensaient que, si j'étais suffisamment effrayée, j'accepterais un accord à l'amiable en privé. En échange, Michael sauverait l'entreprise de mon père, et emploierait ma mère. La juge leur a demandé s'ils avaient conscience que leur complot risquait d'arracher un enfant vulnérable à un foyer aimant et stable. Mon père a murmuré un faible « oui ». Ma mère l'a interrompu, en criant qu'il voulait seulement que Noah ait une vie meilleure. La juge lui a sèchement ordonné de garder le silence. Michael a témoigné après la pause déjeuner. Il a affirmé qu'il n'avait jamais su avec certitude que Noah était son enfant, et a qualifié les anciens emails de simples questions juridiques préliminaires. Il a nié se soucier de la clause du trust familial, insistant sur le fait qu'il voulait seulement devenir le père que Noah méritait. Sarah n'a pas débattu sur ses prétendus sentiments. Elle a présenté des dates, des faits concrets. Il avait reçu une lettre, précisant la date de naissance de Noah et son statut de placement. 2 jours plus tard, il avait demandé si la paternité risquait de devenir publique. Son avocat avait alors contacté l'agence de manière anonyme, recevant en retour une demande d'échantillon d'ADN. Le lendemain même, Michael lui avait ordonné de rompre toute communication. Des années plus tard, il avait reçu une nouvelle notification, lorsque la mère biologique de Noah avait définitivement renoncé à ses droits. Une fois de plus, il n'avait rien fait. Ce n'est qu'après la mort de son père, alors que le compte à rebours du fonds familial avait commencé, que Michael a engagé des détectives privés pour retrouver Noah. Sarah a ensuite diffusé le fameux mémo vocal, dans lequel il affirmait que la situation devait rester étouffée, à moins que Noah ne devienne financièrement pertinent. Pour la première fois, Michael a cessé de fixer la juge dans les yeux. Les factures de l'entreprise ont démontré que Meridian avait payé le détective privé, l'équipe médiatique de la mini-ferme, et le consultant, ce même expert qui avait rédigé un rapport sur Noah sans jamais l'examiner en personne. Claire a témoigné que Michael avait ordonné à ses employés de fabriquer un récit de retrouvailles familiales pour le conseil d'administration de l'entreprise, car reconnaître Noah protégerait ses actions de contrôle. Son avocat a tenté de l'attaquer, la qualifiant d'ancienne employée aigrie, mais Sarah a produit la lettre de démission de Claire. Écrite des mois avant ce conflit de garde, elle documentait déjà de sérieuses inquiétudes concernant la destruction de dossiers et le détournement des fonds de l'entreprise. Le docteur Lena Morris a ensuite expliqué le système de communication de Noah et a confirmé que non-verbal ne signifiait pas pour autant incapable de comprendre, de faire des choix ou d'établir des limites. Elle a décrit en détail ses progrès depuis que je m'occupais de lui, ainsi que la régression brutale qui avait suivi les apparitions soudaines de Michael. La thérapeute du centre familial a témoigné du fait que j'encourageais les contacts graduels, tandis que Michael mettait constamment la pression à Noah pour qu'il lui manifeste de l'affection. L'évaluateur de la mini-ferme a confirmé, pour sa part, que Michael avait délibérément violé l'accord écrit interdisant tout contact physique. La vidéo de sécurité complète a alors été diffusée dans la salle. Tout le monde a pu regarder Michael vérifier l'emplacement de la caméra, soulever Noah, ignorer 2 directives claires, et le retenir jusqu'à ce que sa détresse devienne évidente. L'enregistrement captait distinctement Noah utilisant sa tablette. Stop. Pas touché. Maison.
L'avocat de Michael a plaidé qu'une seule interaction difficile ne pouvait pas effacer des droits biologiques. Sarah lui a donné raison sur ce point, mais elle a immédiatement rappelé au tribunal que Michael n'était pas jugé pour une seule interaction. Il était jugé pour des années d'absence délibérée, pour ses récentes tromperies, pour avoir manipulé la détresse d'un enfant, et pour avoir tenté d'en obtenir la garde dans le seul but de conserver un contrôle financier. Le dernier témoin fut Elena Ruiz. Elle a produit le registre de l'agence, confirmant que le représentant de Michael les avait contactés des années plus tôt, et qu'il avait été formellement invité à établir sa paternité. L'agence n'avait pas caché Noah. C'était Michael qui avait choisi de ne pas révéler son identité. Son argument de vice de procédure consistait, ni plus ni moins, à présenter sa propre dissimulation comme l'erreur d'un autre. La juge a suspendu l'audience pendant 2 heures. J'ai attendu dans une pièce privée avec Noah, qui avait été tenu à l'écart du procès pour le protéger. Il a disposé des lettres magnétiques sur un tableau, a placé un « S » à côté d'un « N » et a dessiné un carré autour des 2 lettres. Puis, il a sélectionné « Maison » et « Ensemble » sur sa tablette. Peu avant 17 heures, la juge a rendu son verdict. Elle a statué que Michael n'avait pas réussi à prouver que l'adoption résultait d'une fraude, que ce soit de la part de l'agence ou de la mienne. Les preuves démontraient qu'il avait eu de multiples occasions de revendiquer sa paternité, mais qu'il avait délibérément choisi de les éviter. Sa demande d'annulation de l'adoption a été rejetée. Son droit de visite temporaire a été suspendu dans l'attente d'une évaluation indépendante, car il avait, à plusieurs reprises, franchi des limites professionnelles et instrumentalisé la détresse de Noah à des fins purement stratégiques. Michael, ainsi que ses représentants, ont reçu l'interdiction formelle d'approcher le domicile de Noah, son école ou son centre de thérapie. La juge a également transmis aux autorités compétentes les preuves concernant les faux signalements, la dissimulation de documents et les faux témoignages sous serment. Elle a condamné Michael à payer une part substantielle de mes frais de justice, et a officiellement qualifié le témoignage de ma mère de partial, compromis par des intérêts financiers non divulgués. Michael n'a pas perdu parce que j'avais plus d'argent, ou plus d'influence que lui. Il a perdu parce que chaque mensonge nécessitait un document, chaque mise en scène exigeait une caméra, et chaque transaction laissait inévitablement une trace. Le jugement n'a pas tout réglé instantanément, mais il a totalement anéanti la capacité de Michael à contrôler le récit. Les preuves apportées par Claire ont démontré que les fonds de l'entreprise avaient financé la surveillance privée, la pression juridique, les campagnes de relations publiques et la mise en scène à la mini-ferme. Les administrateurs indépendants de Emeridian ont ouvert une enquête interne. Dans un premier temps, Michael a annoncé prendre un congé temporaire, soi-disant pour se concentrer sur des affaires familiales. 2 semaines plus tard, le conseil d'administration l'a démis de ses fonctions de directeur général, et a suspendu son droit de vote, le temps que des auditeurs examinent les déclarations liées au fonds familial. La clause de succession, qu'il avait tant essayé de protéger, est devenue la raison même pour laquelle sa dissimulation a fait l'objet d'un examen encore plus rigoureux. Parce qu'il avait refusé de reconnaître Noah lorsque cela lui semblait contraignant, les administrateurs du fonds ont contesté sa tentative ultérieure de réclamer des bénéfices grâce à lui. Je n'ai jamais connu tous les détails financiers, et je n'en avais d'ailleurs pas besoin. Le résultat le plus important, c'était que Noah n'était plus d'aucune utilité pour permettre à Michael de contrôler l'entreprise. Sans cette incitation financière, Michael a tout simplement abandonné sa demande de garde. Ses avocats m'ont proposé un accord confidentiel, à condition que j'accepte de ne jamais parler de cette affaire. Sarah a catégoriquement rejeté toute condition qui limiterait ma capacité à protéger Noah, ou à coopérer avec les enquêteurs. Michael a finalement retiré toutes ses autres requêtes. À l'avenir, tout contact potentiel nécessiterait une approbation thérapeutique, des preuves de changement durable, et un nouvel examen par le tribunal. Il ne pourrait plus jamais débarquer avec un SUV de luxe, des caméras et des gardes du corps, pour exiger de l'affection sous prétexte que la biologie lui offrait une belle histoire dramatique. Il allait devoir accepter la leçon que Noah lui avait communiquée dès le premier jour, non veut dire non, et la confiance ne se vole pas. Ma mère a perdu son poste à la fondation, avant même son premier jour officiel.
Le contrat contenait une clause éthique, et les fameux courriels prouvaient qu'elle avait obtenu ce poste en divulguant des informations privées, et en interférant dans une affaire familiale. Elle m'a appelé à de nombreuses reprises, d'abord en colère, puis pour s'excuser, avant de redevenir furieuse. Dans un de ses messages vocaux, elle a affirmé que je l'avais humiliée devant toute notre communauté. Pourtant, je n'avais rien rendu public. Son humiliation venait simplement du fait que les personnes impliquées avaient découvert ses propres actes. Elle voulait que je porte la responsabilité des conséquences engendrées par ses propres choix. J'ai refusé de le faire. Le contrat d'approvisionnement de mon père s'est volatilisé dès que Michael a perdu son pouvoir chez Emeridian. Son entreprise a dû entamer une procédure de redressement judiciaire quelques mois plus tard. Il m'a demandé de me voir seule, et m'a avoué qu'il avait vu l'offre de Michael comme la toute dernière chance de sauver l'œuvre de sa vie. Il a prétendu qu'il n'avait jamais vraiment cru que Michael retirerait réellement Noah de chez moi. Je lui ai alors demandé pourquoi il avait partagé mes informations financières, pourquoi il avait soutenu un faux signalement aux services sociaux, et pourquoi il avait témoigné contre mon équilibre mental. Il a répondu qu'il s'attendait sans cesse à ce que l'affaire se termine par un compromis. Un compromis pour qui, lui ai-je rétorqué. Il n'a su quoi répondre. Je lui ai dit que rester silencieux, pendant que quelqu'un fait du mal à votre famille, c'est malgré tout prendre une décision. Son hochement de tête, le soir où ma mère m'avait renié, m'avait brisé le cœur. Son silence, tout au long de leur manigance, a bien failli détruire mon foyer. Je n'étais pas prête à lui pardonner, simplement parce que leur plan avait fini par échouer. J'ai rompu tout contact avec mes deux parents, j'ai changé les serrures, j'ai mis à jour la liste des personnes autorisées à venir chercher Noah à l'école, et j'ai fourni des copies de l'ordonnance du tribunal à son orthophoniste et au personnel de la garderie. Pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté de justifier mes limites face à des personnes qui s'obstinaient à les franchir. 6 mois plus tard, Noah et moi avons emménagé dans une modeste maison de ville, avec un jardin clôturé. Ce n'était pas un manoir, et il n'y avait aucun agent de sécurité devant la porte. Noah a choisi lui-même la couleur de sa chambre, il a rangé ses livres par taille, et il a placé sa tablette sur une station de charge qu'il pouvait atteindre tout seul. Ces progrès ne se sont pas manifestés par une phrase miraculeusement prononcée à voix haute. La parole n'a jamais été la mesure de son intelligence, ou de sa valeur en tant qu'être humain. Il a enrichi le vocabulaire de sa tablette, a appris de nouveaux signes, et a commencé à taper de courts messages. Un soir, je l'ai surpris en train de recréer le dessin qu'il avait fait après la toute première apparition de Michael. Il y avait toujours 2 personnages, mais l'immense maison grise avait disparu. La maison jaune, elle, était plus grande, avec 2 fenêtres et une porte bleue. Noah a tapé un message, et a tourné l'écran vers moi, notre maison. J'ai pleuré de joie, parce qu'il avait choisi ses propres mots, à sa propre manière, et que personne ne pourrait jamais faire semblant de ne pas les comprendre. Parfois, on me demande si je me suis vengée de Michael, ou de mes parents. Je n'ai détruit ni leur carrière, ni leur contrat, ni leur relation. J'ai tout simplement cessé de les protéger de la vérité. Michael a perdu son pouvoir parce qu'il a traité un enfant comme un simple actif financier. Ma mère a perdu sa fille parce qu'elle considérait la loyauté comme une marchandise qui s'achète. Et mon père a perdu sa place dans nos vies, parce qu'il a regardé une trahison se dérouler sous ses yeux, et a préféré appeler cela un compromis. Leur punition n'était que le prix naturel à payer, pour avoir cru que Noah et moi étions trop effrayés, trop ordinaires, ou trop impuissants pour leur résister. La famille ne se définit pas uniquement par les liens du sang, la richesse, ou les titres revendiqués devant un tribunal. Elle se construit par la patience, la responsabilité, le respect, et la volonté sincère d'écouter l'autre. Même lorsqu'une personne communique sans parler, elle mérite d'être entendue. Noah n'avait pas besoin d'un homme puissant pour lui forger une identité. Il avait juste besoin d'adultes, capables de respecter l'identité qu'il possédait déjà. À un moment, je me suis demandé si le fait de le protéger faisait de moi quelqu'un d'égoïste. Maintenant, je comprends que le véritable amour n'exige pas la possession. Il crée un sentiment de sécurité, et offre à l'autre l'espace nécessaire pour faire ses propres choix. Peut-être qu'un jour, pardonner signifiera relâcher ma colère, sans pour autant rouvrir la porte.
Mais oubliez, ce serait leur apprendre que les limites finissent toujours par disparaître avec le temps. Certaines portes doivent rester fermées à jamais. Non par amertume, mais tout simplement parce que la paix mérite d'être protégée. Dites-moi dans les commentaires, leur auriez-vous donné une seconde chance, ou seriez-vous parti exactement comme je l'ai fait? Nous vous remercions d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Cette vidéo de fiction a été créée uniquement à des fins éducatives, de divertissement, et de narration dramatique. Nous espérons qu'elle vous rappelle que les personnes qui, un jour, vous ont fait vous sentir invisible, n'ont pas le droit de revenir dans votre vie simplement parce qu'elles ont enfin réalisé votre valeur après l'avoir perdue.